Il était une fois, dans un pays lointain, une belle princesse nommée Lily. Elle vivait dans un grand château entouré de jardins luxuriants et de fontaines étincelantes. Lily avait bon cœur et était aimée de tous ceux qui la connaissaient. Cependant, la princesse avait un secret, elle possédait une amulette magique qui lui donnait le pouvoir de communiquer avec les animaux. Un jour, alors qu'elle explorait la forêt près du château, Lily entendit un faible appel à l'aide. En suivant le son, elle découvrit une licorne blessée, piégée dans un fourré. La princesse s'approcha de la majestueuse créature avec prudence, utilisant son don pour calmer et soigner les blessures de la licorne. « Merci, aimable princesse », dit la licorne d'une voix douce et mélodieuse. « Je vous suis redevable à jamais. » Lily sourit, touchée par la gratitude de la licorne. « C'était le moins que je puisse faire. » Que t'est-il arrivé ? La licorne expliqua qu'elle avait été piégée par la magie noire et qu'elle était incapable de se libérer seule. Lily sut qu'elle devait aider la créature et, ensemble, elles partirent en quête de la source de la magie noire et libérèrent la licorne de sa malédiction. Au cours de leur périple dans la forêt enchantée, face aux défis et aux obstacles qui se dressent sur leur route, Lily et la licorne nouent un profond lien d'amitié. Grâce à la bravoure de la princesse et à la magie de la licorne, elles surmontèrent tous les obstacles qui se dressaient sur leur chemin. Enfin, après de nombreuses épreuves, elles atteignirent le cœur de la forêt, où elles affrontèrent le sorcier maléfique responsable de la magie noire. Avec courage et détermination, Lily et la licorne combinèrent leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier et briser la malédiction. La licorne était enfin libre, son esprit s'élevant avec gratitude. « Tu es vraiment une princesse remarquable, Lily, dit-elle. Je n'oublierai jamais ta gentillesse et ta bravoure. » Lily sourit, le cœur plein de joie. « Et je ne t'oublierai jamais, mon ami. Notre lien durera toujours. » C'est ainsi que la princesse et la licorne retournèrent au château, où elles furent acclamées comme des héroïnes. Le secret de Lily n'était plus caché, mais célébré comme un cadeau qui apportait harmonie et paix au royaume pour les années à venir. « Tais-toi, tu es censé écouter ce que je dis, » s'écrie Tom en me donnant une gifle. « Quoi ? Va te rafraîchir dehors et ne reviens pas. » C'était la première fois qu'un homme me frappait, et j'étais en état de choc, figé dans l'incrédulité. Il a fallu quelques instants pour que la douleur et la peur s'installent. Je n'en peux plus. J'ai décidé de quitter cette maison et de divorcer. Je m'étais préparée à ce jour. Je m'appelle Jennifer. Je suis une femme active comme les autres. Après 3 ans de mariage, les choses se présentent bien ce mois-ci. J'ai marmonné en vérifiant mon compte en banque. Depuis que je suis célibataire, j'aime économiser de l'argent. Ayant grandi dans une famille pas très riche, j'ai toujours été habituée à vivre de manière frugale. Grâce à cela, même à l'âge adulte, vivre modestement n'a jamais été un problème pour moi. J'ai toujours dépensé avec prudence et économisé autant que possible. J'ai investi ces économies dans des fonds communs de placement et des actions. Ayant étudié l'administration des entreprises à l'université, je connaissais bien l'économie et le fonctionnement de l'argent. J'ai commencé à investir à l'université et jusqu'à présent, tout s'est bien passé. J'ai toujours rêvé d'acheter une maison où toute ma famille pourrait vivre heureuse. Je vais bientôt atteindre mon objectif. J'ai rencontré Tom dans l'entreprise où je travaillais. Il était gentil et raisonnablement beau, populaire parmi les employés. Tom et moi nous sommes bien entendus lorsque nous travaillons ensemble. Et les choses sont passées sans problème de la rencontre au mariage. Nous n'avons pas encore d'enfants. Étant dans notre 3e année de mariage et compte tenu de mon âge, j'ai envie d'en avoir bientôt. Mais comme nous travaillons tous les deux, nos emplois du temps ne s'accordent guère. Tom n'est pas intéressé par l'idée d'avoir un enfant. Chaque fois que j'essaie d'en parler, il change de sujet. Je devrais peut-être quitter mon travail et consacrer du temps à notre couple. Mais si Tom ne coopère pas, je ne peux pas démissionner.
La raison pour laquelle Tom n'est pas intéressé par un enfant, notre mode de vie actuel lui convient parfaitement. Bien que nous travaillions dans la même entreprise, nos services sont différents. Le département de Tom n'exige pas d'heures supplémentaires, mais le salaire est le plus bas de l'entreprise. Mon service est crucial pour l'entreprise, et s'il y a beaucoup d'heures supplémentaires, le salaire est plus élevé. Tom rentre à la maison à l'heure et paresse en jouant à des jeux vidéo jusqu'à ce que je revienne. Mais si nous avons un enfant, il ne pourra pas continuer à faire cela. C'est pourquoi il n'est pas très enthousiaste à l'idée de fonder une famille. Pour l'instant, je me concentre sur la construction d'une maison pour notre famille potentielle qui s'agrandit. C'est pourquoi je continue à épargner. Je pense qu'une fois qu'un enfant sera né, Tom nous aidera sûrement. Une autre chose qui me préoccupe, c'est ma belle-mère. Elle habite à 5 minutes à pied de notre appartement. Juste après notre mariage, la santé de mon beau-père s'est détériorée. On nous a dit qu'il pourrait avoir besoin de soins, alors nous avons déménagé plus près. Mais il est décédé peu de temps après, à cause de son âge avancé. Depuis, ma belle-mère vient chez nous presque tous les jours. Ce serait bien si elle passait simplement, mais elle a toujours quelque chose de sarcastique à dire, me disais-je. Je suis à la maison. Tu es en retard? N'est-ce pas, marmonne-t-elle sans me regarder dans les yeux. Je lui réponds, bonsoir. Tu rentres toujours aussi tard? Tu travailles vraiment? Je me demande si elle va encore me faire des remarques sarcastiques comme ça aujourd'hui. Je suis épuisée par le travail, alors j'ai au moins envie de me détendre à la maison. Mais grâce au sarcasme de ma belle-mère, ma maison est devenue un endroit où je ne peux pas me sentir à l'aise. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour le dîner de Tom puisque tu rentres à cette heure-ci? C'est toujours comme ça. Elle ne s'inquiète que pour Tom, qui ne fait probablement que se prélasser après avoir quitté le travail à l'heure, et elle me le reproche. Je vais commencer à le préparer maintenant, dis-je. Tu vas commencer à le préparer maintenant? Quelle heure crois-tu qu'il est? Rétorque-t-elle. Pendant que je m'obstine à me faire des reproches, Tom continue à jouer à son jeu vidéo. Où est passé le gentil Tom? Où est-ce son vrai visage? Je m'interroge. En tout cas, pourquoi dois-je préparer les repas d'un adulte qui n'est pas un enfant? Nous travaillons tous les deux, alors si Tom faisait le ménage lorsqu'il rentre tôt, mon fardeau serait nettement moins lourd, de telles pensées bouillonnent dans ma tête. Ma belle-mère n'a jamais travaillé et est une femme au foyer. Elle n'a pas l'intention de comprendre d'emblée les sentiments des femmes qui travaillent. En outre, si elle voyait Tom faire le ménage, elle commencerait certainement à l'aider. Elle me ferait alors à nouveau des remarques sarcastiques. Eh bien, il n'est pas question que Tom fasse le ménage, alors cette inquiétude n'a pas lieu d'être. Et Jennifer, tu m'écoutes? Tom interrompt mes pensées. Ah, désolé. Je vais commencer à préparer le repas tout de suite, réponds-je. En fin de compte, il me semble qu'il est plus paisible pour moi de tout faire seul tout en étant critiqué. Ce n'est pas grave. J'ai tout préparé et j'ai déjà nourri Tom, dit ma belle-mère. Je vois bien. Je vous remercie, réponds-je. Bien sûr, elle n'a rien préparé pour moi. Je dois juste préparer mon repas, ce qui n'est pas grave, je suppose. Malheureusement, c'est devenu tellement habituel que j'en arrive à penser ainsi. Alors que je prépare le dîner dans la cuisine, j'entends cette conversation. Et Tom, j'ai un dîner avec mes amis qui approchent. C'est dans ce nouveau restaurant français, et les frais d'inscription s'élèvent à environ $200. Peux-tu prendre en charge ces frais pour moi? Oui, et tu sais que j'ai envie de m'acheter de nouveaux vêtements et d'aller au salon de coiffure, alors pourrais-tu me donner $500 de plus? Tom répond facilement sans quitter son jeu des yeux. $500 pour un repas entre amis? Quel sens de l'argent a-t-elle? Je m'interroge. Puis Tom fouille dans mon sac à main sans rien demander,
en sort 500 $ et les tend à sa mère. Merci, Tom. Tu me sauves la vie, dit-elle. Je suis stupéfaite. Qu'est-ce que ces gens viennent de faire? Ne peuvent-ils pas me voir? Lorsque ma belle-mère va aux toilettes, je m'approche de Tom et le confronte. Pourquoi prenez-vous de l'argent dans mon portefeuille? Je lui demande. Je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'argent sur moi, répond Tom. Cela ne veut pas dire que tu peux prendre de l'argent dans le portefeuille de quelqu'un d'autre, dis-je. Et ma belle-mère, qui accepte l'argent, est tout aussi mauvaise. Si tu ne peux pas lui donner l'argent toi-même, tu aurais dû dire non, poursuis-je. Nous n'avons pas d'argent à dépenser. Tom et moi sommes en train de nous disputer lorsque ma belle-mère revient. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose ne va pas, demande-t-elle. Rien ne va plus. Tout va bien, s'empresse d'ajouter Tom. Tom ne comprend-il pas qu'il est difficile de retirer 500 $ de notre budget? Me dis-je. C'est moi qui gère nos finances, car mes revenus sont plus élevés. Je paie tout, du loyer aux frais de subsistance. Sur mon compte. Tom ne verse pas son salaire. Il utilise tout son argent de poche et le dépense en jeux, en paris, en divertissement. Je lui ai demandé de contribuer au moins aux frais de subsistance, mais il n'a fait qu'esquiver la question. Le mois dernier, je sais qu'il a donné 500 $ à sa mère parce qu'elle voulait acheter des vêtements et un sac. Le mois précédent, c'était pour un kimono, des cosmétiques, des frais de salon et de spa, me souviens-je. Quand j'y pense, il lui a donné 500 $ tous les mois. Alors que je réfléchis, ma belle-mère dit, j'ai entendu dire qu'il semblait y avoir une dispute à propos de l'argent. C'est pourquoi je suis venue. Ne faites pas d'histoire parce que je vous offre un peu d'argent de poche. Si vous faites une bonne action pour vos parents, vous ne vous en mordrez pas les doigts. Vous seriez heureux que l'on s'occupe bien de vos parents âgés, n'est-ce pas? Ma belle-mère n'a pas l'air de s'en formaliser. Toute la famille a une vision déformée de l'argent. Peu importe les économies que nous faisons, elles finissent par être consacrées aux dépenses extravagantes de ma belle-mère, ai-je réalisé. Déterminée, je me suis dit, il faut que ce soit aujourd'hui. Avec tout le courage dont je suis capable, je lui parle. Nous n'avons vraiment pas d'argent supplémentaire. Pour être honnête, vous soutenir avec 500 $ par mois est vraiment difficile pour nous, expliquai-je. En entendant cela, ma belle-mère pousse un profond soupir. Tu vois, cet argent est destiné aux dépenses liées à la vie sociale. Acheter de nouveaux vêtements et dîner avec les voisins est une partie importante de la socialisation, n'est-ce pas? Si c'est juste pour discuter avec les voisins, un café ne suffit-il pas? Pourquoi faut-il toujours que ce soit un restaurant français chic ou une auberge haut de gamme? Je réponds. Elle renouvelle toujours sa garde-robe pour chaque occasion et paie l'addition pour tout le monde. Quelle frimeuse! Mais ce n'est pas comme si elle était appréciée de tous. En fait, on profite d'elle. Toi, en revanche, tu n'as que peu de contact avec tes voisins. Je fais tout ce travail de réseau pour vous, dit-elle. C'est elle qui choisit de faire tout cela. Je ne lui ai pas demandé de le faire. Être avare de dépenses sociales? C'est de l'avarice, poursuit-elle. Vous ne lésinez pas non plus sur le budget social de Tom, n'est-ce pas? Jennifer est très économe, vous savez. J'ai toujours du mal parce qu'elle ne fait pas d'économie sur les frais de boisson et de jeux. Les soirées alcoolisées et les jeux d'argent de Tom ne sont pas des dépenses sociales. Ils ne servent qu'à se divertir. Étant donné qu'il est avare de dépenses pour ses relations avec ses collègues, Tom n'obtiendra jamais de promotion à ce rythme. Pauvre Jennifer. Vous devriez vraiment revoir le budget de votre ménage, conclut-elle. Tom et sa belle-mère disent ce qu'ils veulent. La journée d'aujourd'hui a encore été épouvantable. Elle s'est peut-être sentie soulagée après avoir pris l'argent et dit ce qu'elle voulait dire. Mais alors qu'elle se dirigeait vers la sortie,
elle m'a de nouveau lancé un regard noir. Si tu veux divorcer, Tom, je pense que c'est bien. C'est quand tu veux. Votre chambre est toujours là, comme vous l'avez laissée. Tu peux revenir quand tu veux. D'accord, merci maman, répond Tom. D'un coup sec, elle referme la porte derrière elle et s'en va. Qu'est-ce que c'était que tout à l'heure? Me demandai-je. Quand je me suis retournée, Tom avait déjà recommencé à jouer à son jeu vidéo. J'étais tellement en colère que je me suis jetée sur lui. Pourquoi lui as-tu donné $500 mois après mois? D'où vient cet argent? J'ai demandé. Sans arrêter son jeu, Tom a ignoré ce que je disais. Je me suis mise devant la télévision et j'ai dit à Tom, est-ce que tu m'écoutes au moins? Je te demande ce que tu penses. Incapable de voir la télévision? Tom a répondu d'un air ennuyé. C'est quoi le problème? C'est juste 5 cents. Arrête d'être aussi radin. As-tu la moindre idée de la difficulté qu'il y a à prélever $500 sur le budget de notre ménage? Ai-je rétorqué. Mais comme maman l'a dit, il s'agit de dépenses sociales, donc c'est une dépense nécessaire, argumente Tom. Ce n'est pas du tout une dépense nécessaire. Pourquoi cela coûte-t-il $500 rien que pour parler aux voisins? Ce n'est pas ta mère qui paie tous les repas? J'ai posé la question. C'est ridicule, me suis-je dit. J'avais beau parler avec acharnement, Tom n'écoutait pas. Qu'il trouve cela ennuyeux ou qu'il veuille simplement retourner à son jeu, il n'essayait même pas de comprendre ce que je disais. Et puis, est-ce que tu envisages de divorcer? Si tu veux être aussi insolent, j'ai mon idée sur la question, ai-je dit. Tom n'a pas nié. Il envisageait effectivement de divorcer. Peux-tu juste bouger? Je veux jouer mon jeu, dit Tom en m'écartant d'un geste et en reprenant son jeu. Peut-être que c'est sans espoir. Peut-être qu'il vaut mieux divorcer. Mais je ne peux pas prendre cette décision, connaissant le gentil Tom que j'ai connu, ai-je pensé. Un incident s'est produit sur le chemin du retour du travail. Je me suis arrêtée au supermarché local. J'ai l'habitude de payer en liquide, mais je n'avais pas assez d'argent sur moi aujourd'hui, alors j'ai décidé de payer avec ma carte de crédit. C'est alors que la caissière m'a regardé d'un air gêné. Madame, il semble que cette carte ne puisse pas être utilisée, dit-il. Pourquoi? Ai-je demandé. Il semble que vous ayez atteint votre limite, a-t-il expliqué. Je me suis sentie très mal à l'aise. Je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Tom, tu es là? Tom n'a pas répondu. J'ai alors vu le sac de Tom sur le sol et des papiers éparpillés partout. Qu'est-ce que c'est? J'ai regardé les papiers. Et il s'agissait de factures pour de nombreuses cartes de crédit. Ces cartes de crédit étaient des cartes familiales et le compte était lié au mien. Tom n'est pas doué pour gérer son argent, il utilise souvent ses cartes de crédit au maximum. C'est pourquoi ses cartes sont épuisées et il ne peut plus les utiliser. Depuis lors, la seule carte de crédit que Tom possède est cette carte familiale. J'ai regardé rapidement les factures et j'ai vu une liste de choses que je ne reconnaissais pas, vêtements, sacs, chaussures, sushis haut de gamme, cuisine française. Toutes les factures concernaient des articles de luxe. Le montant total de toutes les factures s'élevait à la somme stupéfiante de $50 000. J'ai été stupéfait et je me suis figé sur place. J'ai vérifié plusieurs fois le nombre de zéros pour m'en assurer, mais il n'y avait pas d'erreur. C'est alors que Tom et sa mère sont arrivés. C'est quoi cette histoire de carte de crédit débitée de $50 000? Tu l'as utilisée? Ai-je demandé à Tom. Oui, je l'ai utilisée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Répond Tom. Maman m'a demandé de l'accompagner pour faire des courses et aller au restaurant, a-t-il expliqué. Pourquoi as-tu utilisé cette carte? Demandai-je. Je n'y peux rien.
Mes cartes sont inutilisables. Ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Ce n'est que de la piété filiale, a expliqué Tom. Cet argent va être retiré de mon compte. Tu connais mon compte. Nous sommes mariés, alors ce n'est pas seulement ton compte, n'est-ce pas? Je me suis effondré sur place, mes genoux se dérobant sous moi. Tout l'argent que j'avais mis tant d'efforts à économiser a été utilisé si facilement, ai-je pensé. Jennifer, tu ne peux pas dire des choses comme « mon argent » quand il s'agit de nos finances communes en tant que couple marié, a ajouté la belle-mère de Tom. Comme toujours, ma belle-mère n'a montré aucun signe de remords, ai-je réalisé. Jennifer. Tu mens en disant que tu ne peux pas me donner d'argent alors que tu en as. Je me demande à quel point tu peux être avide. Le défi flagrant de Tom me met au bord de la colère. Tous les sentiments que j'ai retenus sont en train de monter en flèche, d'exploser d'un seul coup. Ne vous moquez pas de moi. C'est l'épargne pour laquelle j'ai travaillé si dur avant mon mariage. Rendez-le-moi, ai-je exigé. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. C'est comme ça que fonctionne le mariage, non? Rétorque Tom. C'est vrai. Au lieu que tu sois reconnaissant envers mes parents, je le suis à ta place. Vous devriez être plus reconnaissant envers moi, ajoute la belle-mère de Tom. Et dire qu'il recevait $500 par mois d'argent de poche, et qu'il a même utilisé secrètement une carte de crédit dans mon dos. Ce compte comprend même l'argent que j'ai économisé avant de me marier. L'utiliser sans le demander n'est pas différent du vol. Rendez-le-moi, ai-je insisté. Et, arrêtez. Qui traites-tu de voleur? A répondu Tom avec irritation. Cette carte de crédit est une carte familiale. Je peux l'utiliser comme je veux puisque je fais partie de la famille, argumente Tom. C'est vrai. Tom a vraiment fait beaucoup pour moi. En fait, vous n'avez pas remarqué la facture de $50 000 avant qu'elle n'arrive, n'est-ce pas? Il n'y a donc pas de problème, ajoute la belle-mère de Tom. Le compte lié à la carte de crédit n'était pas un compte que j'utilisais régulièrement, je ne l'ai donc pas remarqué tout de suite. Mais cela ne veut pas dire que cette situation est acceptable. Ce n'est pas la question. Rendez-moi mon argent, ai-je supplié. Incapable de contenir ma colère, j'éclate en sanglots et le supplie. Je me suis mise à pleurer et je l'ai supplié de se taire. Tu es ma femme, tu devrais écouter ce que je dis. Tu devrais être reconnaissante d'avoir épousé quelqu'un comme toi. M'a soudain giflé Tom. Rafraîchis-toi dehors et ne reviens pas, m'a-t-il dit. C'est la première fois que je suis frappée par un homme et je suis en état de choc. J'ai été tellement surprise que je n'ai pas pu bouger. Quelques instants plus tard, la douleur et la peur me frappent. Je n'en peux plus. J'ai enfin décidé de divorcer et de quitter cette maison, me suis-je dit. Ce soir-là, j'ai planifié méticuleusement mes prochaines étapes et je me suis couchée. Le lendemain matin, Tom a posé nonchalamment un simple morceau de papier devant moi. Il s'agissait d'un formulaire de divorce, et la partie réservée à Tom était déjà remplie. À partir de maintenant, si tu te plains de moi, nous allons divorcer. Si tu ne veux pas divorcer, ne me réponds pas. Je m'occuperai de l'argent à partir de maintenant, déclare Tom. Sur ce, Tom a pris le livret de banque et est parti au travail. Je n'en revenais pas de la facilité avec laquelle j'avais obtenu le formulaire de divorce, alors que je pensais que ce serait la partie la plus difficile. Il croit vraiment que j'ai encore envie d'être avec lui après tout ce qu'il a fait? Pense-t-il que le mot divorce me fait peur? J'ai réfléchi. J'ai compris que Tom avait la tête dans les nuages. Mais pour moi, c'est parfait. J'utiliserai volontiers ce formulaire de divorce. Tout mon amour pour Tom a complètement disparu, ai-je conclu. Et puis, il y a ceci. Les fonds d'investissement et les actions sur lesquels je travaille depuis avant mon mariage.
Il n'y a pas eu de pertes importantes et tout se passe bien. J'en suis arrivé à un point où je peux vivre des seuls rendements. Et rien qu'avec les revenus des actions, j'ai réussi à épargner environ 500 000 $. Bien sûr, Tom n'est pas au courant de cet argent, car il se trouve sur un autre compte bancaire. J'étais inquiet à l'idée de garder une telle somme d'argent sur un seul compte, c'est pourquoi j'en ai plusieurs. Le livret bancaire que Tom a pris n'est que l'un d'entre eux. Ai-je réalisé? J'ai rempli ma partie du formulaire de divorce. Une fois le formulaire de divorce en main, j'ai rapidement fait mes valises et quitté la maison. Ensuite, je suis allé au bureau et j'ai soumis le formulaire de divorce avec succès. Pour l'instant, je me suis réfugié chez mes parents. En me voyant arriver avec une tonne de bagages, mes parents, surpris, m'ont écouté leur expliquer la situation. Tout en profitant d'un séjour tranquille chez mes parents, j'ai commencé à consulter des annonces immobilières. Les trajets depuis la maison de mes parents sont trop longs, je dois donc trouver un nouvel endroit où vivre rapidement, me suis-je dit. En naviguant sur mon smartphone, je suis tombé sur une annonce intéressante. Une maison nouvellement construite près de la gare, à 15 minutes à pied du travail. Je me suis immédiatement rendu à l'agence immobilière pour me renseigner. La maison est